Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer par reprendre le visionnage de la série, votre série préférée, La Famille Tout Écran, qui nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. Une série qui, vous le savez, a pour objectif de vous donner des conseils pratiques quant à l'utilisation du numérique au sein des foyers. On regarde un nouvel épisode juste après ça. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. Isabelle Rouen est avec nous aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Nous allons parler de l'avocat ou de l'avocate augmentée. On en parle dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Parce qu'un enfant meurt tous les 5 jours en France dans un contexte de violence intrafamiliale et que plus de 250 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année, les accompagner pour les aider à se reconstruire est évidemment absolument essentiel. On reçoit aujourd'hui le réseau d'associations pionniers en matière d'accompagnement pluridisciplinaire des femmes et des enfants victimes de violences. Et on en parle avec vous, Frédérique Marsuter. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et présidente de ce réseau d'associations qui s'appelle Women Safe and Children. On en parle dans un instant, juste après le focus. Pour Myriam, les écrans ne sont pas des vrais jouets et pour les enfants, évidemment, c'est une autre histoire. Pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation des écrans au sein de la famille, notre partenaire, le Clémy, a lancé cette série, La Famille Tout Écran, dont on regarde un épisode tout de suite. Bravo, tu as gagné licorne d'or. Ouais, super. Les enfants, vous avez passé toute la journée devant vos écrans. Ce serait pas mal d'aller dans vos chambres et de jouer avec de vrais jouets, non? Ah, enfin, on va pouvoir souffler. J'ai le processeur qui commence à chauffer. On ferme, on éteint, on arrête, on range tout ça. Vous avez plein de jouets là-haut, alors montez, vous amusez. Au secours, j'ai la tête qui tourne. Bon, je vous ai dit d'arrêter avec les écrans. Non, j'ai rien dit. Faut nous sortir de là. Vous l'avez compris? Il faut privilégier les activités qui vont booster votre motricité et votre imagination. Alors, jouez aussi sans moi. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Je me mettrai en veille. Quelqu'un a vu ma planche à découper? Eh ben voilà. Ça fera très bien l'affaire, ça. Non. Aider à redonner confiance, prendre en charge les victimes, quelles qu'elles soient, femmes et enfants, de tout type de violence de manière globale et les accompagner surtout jusqu'à la reconstruction. Voilà l'une des missions que s'est fixée le réseau d'associations Women Safe and Children, né il y a une dizaine d'années maintenant. Et on en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et donc à nos côtés pour en parler aujourd'hui, Frédérique Marsuter, vous êtes la fondatrice et présidente de ce réseau d'associations Women Safe and Children. Je suis absolument ravie de vous recevoir aujourd'hui. Women Safe, réseau d'associations françaises reconnues d'intérêt général, œuvrant aussi dans la prise en charge et l'accompagnement pluridisciplinaire. Donc c'est de l'accompagnement médical, psychologique, social ou encore juridique des femmes et des mineurs, c'est important, victimes de violences. C'est gratuit aussi, un réseau que vous avez monté il y a 10 ans maintenant, en 2014, qui était précurseur parce qu'à l'époque, un tel réseau n'existait absolument pas en France. Alors, ce n'est pas un réseau, c'est une manière de prendre en charge les victimes. Je pense que les constats que nous faisions, c'était des traitements, en fait, des formes de violence. Donc, on était dans des associations qui traitaient du viol, de l'inceste, etc. Mais c'était une vision, et effectivement, forme de violence, point de départ. La deuxième, on a fait un constat, c'est l'absence, en fait, de la prise en charge par la santé des victimes. La santé, c'est quoi? C'est pas nécessairement une femme qui va aux urgences, c'est une femme qui peut être vue par un médecin généraliste, qui peut être détectée dans les situations de violence. Et puis, il y avait effectivement ce principe de travail en tuyau d'orgue, puisque chaque professionnel qui aujourd'hui œuvre, heureusement aujourd'hui, autour des femmes, travaillait plutôt en silo. Ouais. Donc, c'était un traitement par le tuyau juridique, le tuyau social, etc. Et les gens ne se parlaient pas. Donc, l'idée, c'était effectivement, il y a 10 ans,
parce qu'on était précurseurs de réunir tout ce petit monde dans un même lieu et puis de faire quelque chose qui paraissait assez incroyable à l'époque, c'est de mettre en place le secret partagé. Pourquoi ? Parce qu'un secret, surtout quand c'est conditionné en fait par une prise en charge d'une femme, d'un humain, on va dire, il est absolument indispensable que les gens puissent se parler, un médecin avec un avocat, une assistante sociale avec une infirmière ou un médecin, etc. Et c'était notre enjeu à l'époque. C'était de dire, ne faisons pas subir à cette femme un parcours, le parcours du combattant. Quoi. C'était en plus de ce qu'elle vit déjà exactement. Dans le contexte intrafamilial. Au départ, votre réseau n'accompagnait que les femmes, mais Women Safe and Children vient depuis aussi en aide, comme son nom l'indique, aux enfants victimes de toute forme de violence. Pourquoi, Frédéric, c'est absolument essentiel, ça aussi ? Alors, c'est vrai que nous avons ouvert en 2014 et en 2017, on s'est dit, il y a un problème. Nous recevons des mères. Derrière chaque mère, il y a au moins de temps en temps des enfants. Et notre problématique, c'était de dire que ces enfants n'étaient jamais pris en charge. En fait, à l'époque, on les identifiait comme des témoins de violence, alors qu'en fait, ils étaient victimes directes. Qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un enfant qui subit des violences conjugales, c'est un accident de la route tous les jours pour lui. Donc, c'est un trauma qui s'installe et c'est une vulnérabilité qui s'installe pour son avenir. À l'époque, il y avait des dispositifs qui existaient, mais qui étaient totalement saturés. Donc, on ne pouvait pas présager ou en tout cas mettre en place en fait une prise en charge trop décalée par rapport à l'événement traumatique qu'ils vivaient. Donc on a intégré les enfants dans notre dispositif depuis 2017. Et cette prise en charge, non plus en tant que témoin mais en tant que victime, c'est une vraie avancée donc pour vous, j'imagine. C'est une vraie avancée. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place la même pratique que celle que nous mettions, la même méthodologie que celle que nous mettions en place pour les femmes. C'est du pluridisciplinaire, c'est un axe santé, social, juridique qui permet à l'enfant d'accéder à tous ces sujets sur lesquels il va effectivement être sollicité. Je pense notamment au juridique et combien de fois les enfants sont dans des tribunaux et ne savent pas ce qui s'y passe. Et donc notre objectif, c'était de dire l'enfant ne peut pas rester passif, d'autant plus qu'il est impacté directement par les événements qu'il subit. Évidemment, on va éviter la double peine. Depuis 2017, Frédéric, vous recevez et accompagnez aussi les mineurs issus de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, indépendamment de si leur mère est victime ou pas de violence conjugale. Alors, quand un enfant est placé, on va dire qu'il a déjà subi quelque chose puisqu'il est extrait d'un milieu qui est toxique ou qui a un défaut éducatif, voire une violence subie par l'enfant lui-même directement. Ce qui a été dramatique pour nous, c'est le constat des violences que peuvent subir aujourd'hui des enfants, les violences sexuelles étant très très présentes, et on sait combien l'enfant, quand il a subi ce type de violence, il faut absolument qu'on puisse traiter son trauma pour qu'il ne perdure pas dans des dysfonctionnements à l'âge adulte, parce qu'on parle beaucoup des enfants qui répètent des situations, et c'était important effectivement de les prendre en charge, pas que d'un point de vue psy, mais également de sa santé, puisque nous avons des enfants effectivement qui peuvent avoir des retards de croissance, du fait effectivement du traumatisme qu'ils vivent, et puis qui sont très rapidement stigmatisés dans les écoles. Excusez-moi, mais quand un enfant a subi des violences sexuelles, il est effectivement des comportements qui sont peut-être hyper sexualisés, qui ne sont pas toujours compréhensible du système qui effectivement va les accueillir. Je parlais de l'école, mais ça peut être d'autres lieux collectifs. Vous intervenez notamment dans les écoles justement pour sensibiliser les enseignants, les éducateurs, les infirmiers, les infirmières aussi. C'est une évidence. Alors, ce que nous aimons beaucoup pratiquer, c'est une approche très très proche des acteurs de la santé au sein des écoles. L'infirmière scolaire, l'assistante sociale, parce que c'est des acteurs qui vont effectivement privilégier un colloque singulier avec un enfant qui peut effectivement avoir une problématique sociale ou de santé et qui va pouvoir détecter peut-être des actions nécessaires dans l'écoute qui lui est nécessaire à cet enfant en l'occurrence. Aujourd'hui, c'est fait principalement dans toutes les écoles françaises ou ça nécessite encore de la formation, d'où justement... Non, on est beaucoup parti sur le principe de l'éducation sexuelle, c'est-à-dire qu'on est sur un principe où on dit aujourd'hui il faut que l'éducation sexuelle entre dans les écoles et que ces langages soient compris. Mais moi je suis vraiment sur le versant violence. La violence c'est autre chose, c'est encore autre chose que l'éducation sexuelle. C'est déjà insidieux aussi. C'est insidieux et puis c'est déjà savoir ce qu'est une violence en fait. Et beaucoup d'enfants ne sont pas conscients d'une violence sexiste ou sexuelle et c'est
cette démarche que l'on fait auprès des enfants aujourd'hui principalement. Vous avez récemment, il y a quelques mois, fait l'objet d'un magnifique reportage sur France 2, un long reportage avec Laurent Delahousse qui met en avant, je trouve, tout ce que vous faites au quotidien avec les enfants notamment, mais je ne veux pas spoiler, je voudrais que vous nous racontiez justement les activités presque, j'allais dire extrascolaires, mais les activités, je pense notamment au poney, partie du reportage très touchante. Qu'est-ce que vous faites avec ces enfants pour les aider? La prise en charge, effectivement, elle est individuelle, mais elle doit aussi retourner au collectif, parce qu'on ne peut pas garder un enfant ou une victime, on va dire, uniquement dans un colloque singulier, donc une pratique qui est agréable pour la victime, mais il faut aussi qu'on la ramène vers du collectif. Et quand on a installé effectivement l'équithérapie, qui est une activité qui est exceptionnelle pour les enfants, c'est un rapport avec l'animal qui effectivement va apaiser l'enfant dans ses émotions, mais effectivement dans un rapport avec un animal qui apaise de fait. Et ça le confronte aussi peut-être à un milieu qu'il aurait pu ne pas côtoyer, l'équitation étant effectivement une activité, mais je pense notamment aussi à la plongée, puisque c'est aussi un lieu dans lequel on amène les enfants. L'eau a un bénéfice sur le traitement du psychocorporel qui est extrêmement important pour les enfants. C'est le relier à son corps, en fait. Donc vous faites aussi de la recherche, bien sûr, vous faites de la recherche sur ces sujets-là pour trouver la meilleure activité, j'imagine, qui convient à chaque enfant. Pour agir le plus en amont des violences aussi, vous venez de créer votre organisme de formation, ça s'appelle l'Académie Women Safe and Children. Vos équipes, c'est-à-dire qu'elles interviennent aussi, vous l'avez dit, dans les écoles, aussi dans les entreprises et dans les commissariats, par exemple, pour former justement à repérer ces violences? Oui, absolument. Pourquoi on a créé l'Académie? C'est simplement parce qu'aujourd'hui, on veut être dans la prévention. D'ailleurs, c'est un peu le mot d'ordre de ce que vous faites, de ce que nous faisons. Attendre que les femmes arrivent parce qu'elles sont victimes, on préférait effectivement être dans la prévention et mobiliser le plus de monde possible. L'Académie, elle a une vocation, c'est d'aller vers tout le monde, pas que le professionnel, parce qu'on parle souvent de la formation des professionnels, des professionnels du social, de la santé, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de former, effectivement, pour mieux travailler avec les autres, donc notre réseau, mais c'est aussi à embarquer le plus de monde possible. Le plus de monde, c'est tout un chacun. Un enfant, un adulte, un jeune adolescent, pour pouvoir aujourd'hui agir en prévention, c'est-à-dire repérer ce qu'est une violence, agir et orienter pour ne pas être dans l'aveuglement que l'on met en place, parce qu'en fait c'est toujours tabou, la violence est tabou, et on a l'impression que le fait de devoir agir nous met dans on va dire une mobilisation personnelle, alors qu'en fait elle est collective. Une violence subie dont on est témoin, il faut savoir agir et puis ne pas laisser la personne, la victime, s'isoler, parce que c'est ça le principe de la victime, c'est elle rentre dans le silence quand on lui a pas tendu la main. Et donc l'idée c'est ça, c'est de faire de cette académie en fait un rayonnement qui va toucher tout le monde, les entreprises faisant partie de nos gros objectifs. Bien sûr. Mais je vais en parler plus longuement si c'est... Avec grand plaisir. On va le faire dans la deuxième partie du talk. Merci. En tout cas, on comprend que cette mobilisation, elle est essentielle et qu'elle nous concerne toutes et tous. On va continuer à en parler, si vous voulez bien, Frédéric, dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Le capsule sono le classiche capsule dell'Nespresso, si inseriscono, si gira, poi per attivarlo bisogna semplicemente premere questa manopola, spostarlo sull'opzione caffè, potete fare sia un caffè corto che un caffè lungo. Lei come lo gradisce? Corto, grazie. E allora così, e gli diamo il via premendo indietro. E da qui uscirà. Gradisce dello zucchero. If you're standing right there. Ciao. That's me all day. Oh. Don't touch it. Oh crap. Oh! Don't touch it. Don't touch it. Let it fall. Let it fall. Hi, what's your name? Would that get a good video of it folding up?
and sell it to Perez Hilty. Don't call me scuzzy, making money, that's my job, celeb photography. What? Hell no, I'm not needy, I'm legit, not Soccerati. Don't act so hotsy-totsy, bitch, I know that you from Jersey. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Frédérique Marthe-Sutter, la fondatrice et présidente du réseau d'associations Women Safe and Children. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à Isabelle Rouan qui a une idée derrière la tech. Isabelle, vous allez nous parler aujourd'hui d'un nouveau métier, celui d'avocat augmenté. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un avocat augmenté, Isabelle ? L'avocat augmenté ou l'avocate augmentée, puisque bien sûr c'est un métier qui s'adresse aux deux genres, c'est une nouvelle version des professions du droit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels du droit en France. C'est plus de 100 000 personnes. Ce sont des métiers qui sont en pleine expansion, plus 77% d'offres d'emploi entre 2021 et 2024. Donc c'est vraiment quelque chose qui booste. Et en fait, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que l'intelligence artificielle permet de faire évoluer ces professions-là qui sont assez anciennes et qui sont très normées. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle va permettre de faire bouger ces métiers-là sur deux sujets. Le premier, c'est la rédaction d'actes standardisés, l'automatisation des contrats. Et le deuxième, c'est la recherche documentaire. Comment est-ce que grâce aux IA, on peut être plus efficace dans la jurisprudence, dans l'analyse des textes. Je pense notamment au site doctrine.fr, qui est un fonds documentaire absolument extraordinaire et qui change profondément ces métiers. Alors Isabelle, quel est l'intérêt de faire appel à un avocat augmenté ? Eh bien, en fait, un avocat augmenté, c'est intéressant à double titre. D'une part, ça va être intéressant pour le justiciable ou la justiciable, parce qu'en fait, l'avocat augmenté, c'est quelqu'un qui gagne du temps grâce aux IA. Donc, qui dit gagner du temps, dit qu'on ne facture plus de la même façon, parce que pendant très longtemps, les avocats et les avocates, ils ont facturé au temps passé. Et bien ça marche plus une fois que vous automatisez le travail. Donc, ça permet de gagner du temps, et donc ça permet d'avoir des avocats ou avocates qui fonctionnent au forfait. Donc, le justiciable, il sait où il met les pieds, il sait combien ça va lui coûter, donc ça va lui permet d'être mieux défendu. Et c'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les entreprises. 85% des PME ne faisaient pas appel à un avocat ou une avocate parce qu'ils pensaient que c'était trop cher. Donc ça, c'est important. Et le deuxième bénéfice, c'est pour l'avocat lui-même. Parce qu'en fait, à partir du moment où il est soulagé sur des choses, on va dire, pas forcément passionnantes et très répétitives, il peut se consacrer à son vrai métier, qui est la stratégie de défense, qui est la compréhension du besoin, qui est le conseil, qui est l'accompagnement. Donc ça lui dégage du temps à valeur ajoutée. Son métier est plus intéressant. Et surtout, il se concentre là où il y a des besoins, où c'est vraiment important. Alors, quelles sont les compétences nécessaires pour devenir justement un bon avocat augmenté ? Il faut être un petit peu bon en technologie. Oui. Donc, c'est souvent des avocats ou avocates qui ont une double formation et qui, du coup, ont cette capacité-là à se servir des outils technologiques. Et puis après, c'est des gens qui ont la capacité d'adaptation, qui savent donner du sens. C'est vrai des avocats, mais c'est vrai de toutes les professions de justice. Ça va être vrai pour l'huissier, ça va être vrai pour le notaire. On a des impacts notamment de la blockchain sur ces métiers-là, qui sont des métiers de certification qui sont très importants. Ça ne veut pas dire que ces métiers vont disparaître, mais ça veut dire encore une fois qu'ils vont se recentrer plus fortement sur le conseil pour pouvoir être au cœur des sujets, au cœur de ce qui est important. Est-ce que ça veut dire que la justice prédictive aussi, ce sera bientôt une réalité ou pas trop ? Alors, c'est déjà un peu une réalité, mais ça pose des problèmes éthiques absolument énormes. Ça a été développé notamment aux États-Unis. La justice prédictive, c'est de se dire, est-ce que grâce à la donnée, on est capable de prévoir la décision d'un ou d'une juge de façon à adapter sa stratégie en fonction de la décision la plus probable. Donc, sur le papier, c'est super. Après, ça pose des sujets de biais. Notamment, il y a un cabinet d'avocats américains qui, quand ils ont soulevé le capot de l'algorithme, si je puis me permettre cette expression, s'est rendu compte qu'il y avait des données vraiment explicatives de la position probable d'un juge, mais qui posaient des vrais problèmes de biais et d'éthique. Alors, lesquels, justement, ces deux variables ? Je vous le donne en mille. L'heure du verdict et les résultats sportifs. Donc c'est un truc auquel on ne pense pas a priori. Non, pas du tout. Ben oui, parce qu'en fait, un juge va avoir tendance à être plus clément si son équipe sportive préférée a gagné et va avoir tendance à être moins clément si il a faim, tout simplement. Donc c'est un biais cognitif, bien entendu inconscient. Personne ne met en doute l'impartialité du juge, mais ça peut avoir un impact très fort. Il y a eu notamment une class action de la communauté hispanique qui a démontré qu'ils avaient 17% de chances d'être jugés plus favorablement s'ils passaient après déjeuner qu'avant déjeuner. Donc c'est important de l'avoir en tête, mais c'est vrai que si on prévoit les décisions en fonction de ça, qui encore une fois est un biais inconscient, ça pose un souci. Donc il y a encore un petit peu de grain à moudre sur ces sujets-là pour être perfectible. Un peu de travail, effectivement. Je vous voyais réagir, Frédérique. C'est vrai que vous, l'accompagnement juridique, il est absolument essentiel. Il est fondamental, effectivement, mais je souris parce que c'est important d'avoir ces notions-là, parce que souvent on se plaint des jugements qui ont été posés et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être que le juge avait faim à ce moment-là. Tout simplement. Tout simplement. Bon, merci en tout cas Isabelle Rouan pour cette chronique. Nous, on lance ensemble la deuxième partie du talk.
Et on continue d'en parler avec notre invitée Frédérique Marsuter, la fondatrice et présidente du réseau d'associations Women Safe and Children. Je voulais vous continuer, Frédérique, sur la première partie du talk où vous nous avez présenté toutes vos actions, notamment auprès des enfants. Vous nous avez parlé aussi de l'Académie Women Safe and Children, qui intervient notamment auprès des entreprises. L'un des autres enjeux, Frédérique, de la formation que vous proposez, c'est l'indispensable nécessité de comprendre les impacts de tout type de violence sur le cerveau, et notamment le cerveau des enfants. Ça fait aussi partie de vos expertises. Qu'est-ce que vous arrivez à expliquer notamment à ces entreprises, à ces policiers aussi, j'imagine que la prise en charge est absolument essentielle, sur l'impact qu'une violence peut avoir sur le développement cognitif d'un enfant? Alors effectivement, on parle beaucoup de psychotrauma parce que c'est notre sujet et nos professionnels sont tous formés au psychotrauma et à la victimologie. Pourquoi traiter le psychotrauma? Parce que quand on parle beaucoup en fait de prise en charge des psychologues, mais on ne parle jamais de l'amont. Qu'est-ce que finalement une prise en charge psy? C'est d'abord traiter le trauma avant de rentrer effectivement dans une prise en charge, on va dire, plus clinique. Le trauma, en fait, c'est quelque chose qui ne se voyait pas au sens où quand il n'y a pas de fait corporel, de dommages corporels, on est en fait sur une incompréhension du fonctionnement de la victime. En gros, c'est une lecture d'une personne qui va arriver dans un commissariat et qui va avoir un comportement bizarre, comme le disaient à l'époque les forces de l'ordre. C'est on ne la comprend pas, elle n'est pas factuelle, elle ne raconte pas son histoire parce qu'elle ne se souvient pas, etc. Et en fait, la neuroscience a permis à beaucoup de professionnels aujourd'hui d'intégrer en fait une meilleure compréhension du comportement de la victime. Un policier aujourd'hui, il était amené plus à comprendre, enfin à lire et à interpréter les propos d'une victime, mais son objectif c'était d'interpeller l'auteur. Aujourd'hui, un policier est en capacité de comprendre pourquoi, dans le langage corporel de la victime, mais aussi dans ses propos, pourquoi tout est déstructuré. Parce que l'impact sur le cerveau, l'impact des violences a endommagé le cerveau et a créé effectivement un trauma qui doit se comprendre, quel que soit en fait la personne qui investigue un peu ce sujet des neurosciences, il va comprendre comment il a pu réagir quand il a été victime. On parle beaucoup de sidération. Quand on va vers les jeunes et qu'on fait de la neuroscience aussi avec eux, en disant tiens, on va vous parler du cerveau, on va les mettre dans des conditions qui vont leur rappeler des événements qu'ils ont pu subir et qu'ils ont pu effectivement interpréter comme un épisode, on va dire, qui leur est arrivé, mais sans conséquence. Et on va dire cette volonté d'amener les gens, chaque individu, à comprendre l'impact du psychotrauma sur sa personne et sa condition et ses relations sociales aussi et son apprentissage lui permettra de découvrir que oui, quand on subit une violence, on est nécessairement impacté. Son cerveau est impacté et il faut le réparer au bon moment et le plus rapidement possible pour que ça ne devienne pas quelque chose de, on va dire, trop profondément ancré dans le... À long terme aussi, à long terme, absolument. C'est ce qu'on appelle la psychotraumatologie, la prise en charge du trauma grâce aux neurosciences. Souvent, et vous en avez parlé, les victimes qui portent plainte, qu'elles soient adultes ou enfants, disent qu'elles ne sont pas forcément interrogées de manière appropriée, pas forcément prises au sérieux non plus, ce qui donne lieu à des situations familiales parfois dramatiques dont les médias se font l'écho. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui un vrai travail auprès des policiers et des gendarmes à faire, cette formation que vous faites auprès des entreprises, est-ce que vous la faites également auprès des forces de l'ordre? Je crois qu'on l'a fait auprès de tout le monde. Ouais. Auprès de tout le monde, pourquoi? Parce que effectivement, quand on arrive à constituer effectivement une relation de confiance avec quelqu'un et qu'on rentre dans ce domaine de la neuroscience qui aujourd'hui n'était pas un sujet pour tout le monde, on fait comprendre à chacun ce qu'est un traumatisme et comment il va conditionner sa vie. Donc on est à l'école, on est dans une université, on est dans une entreprise et puis on ouvre cette fameuse boîte crânienne dans laquelle on va dire voilà comment va se déplacer le trauma, comment il a été généré et comment il s'est planqué dans un coin du cerveau et qu'il va être réactivé régulièrement. En gros, c'est faire comprendre qu'en fait, quand on vit un traumatisme, il faut arriver à l'évacuer pour continuer à vivre une vie, on va dire,
sereine au sens la plus normale possible. La plus normale possible, absolument. En tout cas, Women Safe and Children a reçu il y a quelques semaines la médaille de la Société des membres de la Légion d'honneur pour son travail pionnier dans l'accompagnement des victimes, accompagnement pluridisciplinaire, on l'a dit, victimes femmes et enfants victimes de violences. Une récompense absolument essentielle qui vient souligner toutes ces années et féliciter aussi ces années d'engagement envers les femmes et les enfants. Comment vous avez appris cette nouvelle? On l'a appris grâce à effectivement une fondation qui nous suit depuis longtemps et qui nous a, on va dire, préconisé. C'est une joie, c'est une récompense parce que d'abord elle récompense une équipe et je trouve que c'est très important d'illustrer une équipe et une solidarité et un engagement humain. Pour moi, c'est une récompense qui effectivement illustre 10 années d'innovation parce qu'en fait, notre association a toujours été dans l'innovation. Elle a toujours un départ, mais elle a des épisodes et on va dire des moments où on pousse les murs, comme on dit, parce que la problématique de terrain nous fait ressurgir effectivement des actions absolument nécessaires pour mieux œuvrer auprès des victimes. Donc c'est indispensable. Pour les entreprises, pour nous, c'est un peu forcer la porte des entreprises parce qu'il ne faut pas oublier que quand on arrive avec un sujet comme les violences, souvent on nous dit mais ça voudrait stigmatiser l'entreprise, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'embarquer en fait une communauté de gens qui travaillent, on va dire, 8 heures par jour ensemble et qui vont avoir des actions communes qui vont permettre effectivement d'œuvrer à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est essentiel. Et c'est essentiel parce que ça a un impact effectivement sur leur travail eux-mêmes. Alors je ne sais pas si j'ai le temps de donner les chiffres, mais on dit qu'en 2023, 44% des femmes et 32% des hommes ont déclaré avoir eu une mauvaise santé mentale pour des raisons d'abord liées à leur vie professionnelle puis à leur situation financière. Mais il y a aussi un impact sur les violences qu'ils peuvent subir dans le domaine personnel, puisque les violences conjugales ou intrafamiliales vont avoir des conséquences évidemment sur leur travail. Bien sûr. Donc c'était important de faire ce focus-là et de dire ne passons pas à côté d'une prévention qui va aider les entreprises aussi à peut-être être mieux dans leur RSE, comme on dit. Tout à fait. Vous nous avez parlé de chiffres. Aujourd'hui, Frédéric, Women Safe and Children, en chiffres justement en matière de femmes et d'enfants accompagnés, aidés, qu'est-ce que ça représente? Ça représente plus de 5700 femmes. Alors, j'ai oublié de dire que nous avons ouvert 2 autres centres, puisqu'on est basé dans des Yvelines. C'est un réseau d'associations. Voilà, en Corse, en Haute-Savoie, et qu'on en ouvrira d'autres. Elles ont une vocation, effectivement, à donner, on va dire, aux politiques un peu plus une visibilité sur les zones ou les territoires qui ne sont pas toujours l'illustration, en fait, de ce que l'on fait descendre comme chiffre au niveau Île-de-France. Ouais. Il est important de parler des territoires, de la ruralité, parce que la ruralité, c'est notre sujet. On est trop souvent en analyse sur les zones urbaines et la ruralité, elle fait apparaître d'autres problématiques. Aujourd'hui, les chiffres sont effectivement assez parlants. Toutes les associations qui aujourd'hui ont repris la méthodologie Women Safe sont en montée exponentielle de victimes, que ce soit des femmes ou des enfants. Vous avez d'ailleurs tiré l'année dernière la sonnette d'alarme face à un afflux massif de demandes d'accompagnement de femmes et d'enfants victimes de violences. Aujourd'hui, l'afflux massif, vous arrivez à le contenir ou c'est encore c'est l'afflux massif, je pense que la réponse que nous avons avec l'Académie, c'est de faire la prévention, parce qu'on va éviter effectivement de rester dans une espèce d'attente de victimes qui vont effectivement bénéficier peut-être d'une libération de la parole qui maintenant est aujourd'hui largement prônée, c'est libérer votre parole, mais il ne faut pas oublier une chose, quand elles appellent le 3919, c'est là que leur travail commence et que nos associations sont derrière à pouvoir effectivement écouter, pérenniser en fait une relation avec une victime qui doit nécessairement sortir du trauma et être réparée, si on peut parler de réparation au sens humain. Le 3919, c'est le numéro national d'appel pour toutes les victimes de violences conjugales, intrafamiliales, etc. En 10 ans, je rappelle que Women Safe and Children, c'est 5700 femmes prises en charge des violences et notamment 450 mineurs. Merci 1000 fois Frédéric Martuter d'avoir été parmi nous aujourd'hui, fondatrice et présidente de ce réseau d'associations Women Safe and Children. Vous accueillez très régulièrement des dons, évidemment, donc je vous invite à vous rendre sur le site internet de ce réseau. Merci infiniment aussi à vous Isabelle Rouen d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve dès demain à 12h30 comme tous les jours sur School TV. Bonne journée.